Voilà, Jacques Dutronc. Bon, nous vous le disions, le thème, il est... je l'aime ce thème parce qu'il laisse des perspectives. La Chine a-t-elle les clés pour mettre un terme à la guerre? Nous en parlons avec nos trois vraies voix, Philippe Bilger, Philippe Deveul et Céline Pina. Et nous accueillons Antoine Bondaz, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste de la Chine. Bonsoir, cher Antoine Bondaz. Bonsoir. On attend beaucoup de la Chine de plus en plus. Wang Yi, qui est conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois, vient dans de nombreux communiqués de rappeler que le dialogue et la coopération entre Chine et Europe, sur le respect des avantages mutuels par exemple, était un facteur de stabilité face à un monde instable. Et si ce n'était pas un appel du pied de la part des Chinois qui ont un allié historique, c'est évident et nous le savons tous, la Russie, qui ont aussi des intérêts à travers les fameuses nouvelles routes de la soie en Ukraine et qui, évidemment, ont comme principal adversaire, historique là encore, les États-Unis. Avec tout ça, cher Antoine Bondaz, est-ce qu'on peut imaginer que la Chine, un, tarde, mais deux, doit rentrer dans cette espèce de médiation internationale devenue nécessaire pour éviter le pire ? Alors, pour l'instant, la Chine ne s'est pas prononcée sur le rôle qu'elle pourrait jouer en tant que médiateur. Ce sont d'autres pays, par exemple l'Ukraine, par exemple, de fait, la Commission européenne, par la voix du haut représentant Josep Borrell, qui ont proposé à la Chine de jouer ce rôle. Mais pour l'instant, la Chine ne l'a pas proposé. Deuxièmement, pour revenir un tout petit peu sur ce que vous avez dit, par exemple, la Russie n'est pas un allié historique de la Chine. Il ne faut pas oublier que de 1960 jusqu'à l'effondrement de l'URSS était l'ennemi de la Chine, perçu par Pékin comme la première menace, et que c'est la Russie qui devient un partenaire, et ce partenariat s'est considérablement renforcé ces dernières années, avec notamment un point d'orgue. Début février, vous vous en rappelez, le jour même de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, avec cette fameuse déclaration sino-russe. Ça veut dire que c'est une entente solide, mais qui n'est pas indéfectible au regard de l'histoire. Effectivement. Donc la position de la Chine aujourd'hui, elle est extrêmement pragmatique. C'est une position pour l'instant du nini. Il n'y a pas de soutien explicite envers la Russie, il n'y a pas non plus de condamnation envers la Russie. Par contre, il y a un soutien implicite. Et ça, c'est clair. Les éléments de langage utilisés par la Chine reprennent les éléments de langage russes. La Chine ne parle pas d'invasion russe, elle ne parle pas de guerre. Dans les médias chinois, on parle par exemple de tensions en Ukraine. Il y a les critiques récurrentes des États-Unis lorsque, par exemple, Pékin critique les pays qui cherchent des garanties de sécurité absolue. C'est une référence explicite aux États-Unis. Et donc, on est dans une position où la Chine, pour l'instant, garde une position relativement flexible, qui peut apparaître assez ambiguë, mais qui est en réalité une position de soutien implicite à Moscou. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la Chine peut tenir cette ligne longtemps ? Surtout si la Russie est affaiblie sur la longue durée, et ça, évidemment, ce n'est pas dans l'intérêt de la Chine. Comment peut se positionner la Chine ? C'est la vraie question. Antoine Bondaz, on va en parler avec nos vraies voix qui ont plein de questions, Philippe Bilger notamment. J'ai scrupule à intervenir face à un spécialiste de la Chine. Le fait d'avoir une belle fille chinoise ne me donne aucune supériorité dans le débat. Mais c'est noté, Philippe. J'ai l'impression, Antoine Bondaz, que il y a quelques jours, j'avais eu un motif d'espoir en me disant qu'en effet la Chine pouvait avoir les clés à condition qu'elle veuille bien les utiliser, comme parce qu'elle avait rappelé une exigence fondamentale selon elle en disant on doit respecter l'intégrité des États. Et puis après j'ai eu le sentiment qu'elle a infléchi cette position pour aller dans une sorte d'affirmation d'un amour absolu entre la Russie et la Chine. Comment voyez-vous cette évolution, et est-ce qu'on ne peut pas espérer tout de même dans un délai relativement proche, la Chine puisse intervenir avec la force qui est la sienne, évidemment une faculté de conviction qui, même je pense, influencerait favorablement Poutine. Choisissez bien votre réponse, Antoine Bondaz. On parle de notre espoir. Nous sommes donc pendus à vos lèvres.
Votre question, elle est extrêmement importante et intéressante parce que c'est la question de l'interprétation à travers la contextualisation des éléments de langage chinois. La Chine a toujours défendu la souveraineté et l'intégrité territoriale et elle continuera à le faire, non seulement parce que depuis les années 50, ça fait partie des 5 principes de la coexistence pacifique, tels que présentés à l'époque par la diplomatie chinoise, et que surtout c'est l'argument utilisé par la Chine pour dire que ce qui se passe au Xinjiang, ce qui se passe au Tibet et par extension ce qui se passe à Taïwan ne regarde pas le reste de la communauté internationale. Et donc c'est tout à fait normal que la Chine fasse référence à la souveraineté et l'intégrité territoriale, non pas en réalité par rapport à l'Ukraine, mais indirectement par rapport à elle. C'est pour cela d'ailleurs que la Chine considère qu'il n'y a pas d'invasion russe de l'Ukraine. Elle reprend les éléments de langage russe, il y a une opération militaire spéciale, il n'y a pas de remise en cause de la souveraineté et de l'intégrité territoriale ukrainienne. Elle a un coup d'avance par rapport à une éventuelle action, enfin qu'on imagine fortement, à Taïwan. Alors effectivement, c'est un moyen, encore une fois, d'empêcher les Américains, les Européens de commenter les relations de fait entre la Chine et Taïwan. Ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce que la Chine a la volonté et les leviers pour faire quelque chose vis-à-vis de la Russie? Le principal problème de la Chine aujourd'hui, c'est que, alors oui, elle a des leviers, et plus il va y avoir de sanctions occidentales, plus le rôle de la Chine est important, notamment pour maintenir l'économie russe entre guillemets à flot, même si sur ce point il faut être très clair, hein, la Chine elle peut atténuer une partie des sanctions sur la Russie, elle ne peut en aucun cas les compenser totalement, c'est impossible. Les exportations russes de pétrole ou de gaz vers l'Europe ne peuvent pas du jour au lendemain trouver marché preneur en Chine. Les banques russes qui ne peuvent plus atteindre les marchés financiers ne peuvent pas passer simplement par les marchés financiers chinois, ne peuvent pas changer du jour au lendemain un commerce en dollars avec un commerce en yuan. Donc le rôle de la Chine pour compenser, il est encore une fois limité. Mais le problème pour la Chine aujourd'hui, c'est... Ça, c'est un point, Antoine Bondaz. On va continuer le tour de table. Je rappelle que vous, auditeurs, vous pouvez participer à la consultation sur Twitter. La Chine a-t-elle les clés pour mettre un terme à la guerre? Pour l'instant, vous êtes à 63% à penser que oui. Alors Céline Pina, la question pour Antoine Bondaz et puis aussi votre réflexion. Je trouve ça très intéressant ce qui nous est dit sur le fait que la Chine ne peut pas tout compenser. Effectivement, les importations qui sont faites en direction de l'Europe, notamment de gaz et de pétrole, peuvent pas être absorbées par la Chine. En revanche, est-ce qu'elle n'a pas les moyens de rester dans ce ni-ni ou ce « et en même temps » que l'on a très bien connu, nous, ici en France, qui consisterait en fait à ne voir que ses intérêts? Parce qu'aujourd'hui, elle peut tout à fait à la fois profiter de la situation vis-à-vis de la Russie et signer des contrats de très long terme qui sont très avantageux pour elle en termes énergétiques et qui soutiennent sa propre croissance. De l'autre côté, on sait que l'Europe va crouler sous l'inflation, continuer à lui donner des produits manufacturés pas chers pour maintenir une certaine forme de pouvoir d'achat, et de l'autre côté, continuer le commerce malgré tout avec les États-Unis, justement en restant sur ce fil du rasoir. Autrement dit, la Chine a-t-elle intérêt à sortir de l'ambiguïté? Bien vu, Céline Pina. On est en plein aussi dans l'art de la guerre, écrit par Sun Tzu, hein, bien sûr, qui est « je me fais désirer, je ne me montre pas trop, je laisse venir ». N'est-ce pas, Antoine Bondaz? Alors effectivement, et la Chine n'a aucun intérêt à sortir de son ambiguïté. Mais pour l'instant, il faut être extrêmement clair, hein. Le soutien de la Chine, par exemple, à l'Ukraine, il est quasiment inexistant. L'aide humanitaire chinoise apportée à l'Ukraine, elle est inexistante, malgré les grands discours de la Chine sur la question de la stabilité, de l'importance du dialogue, de l'arrêt des hostilités, etc. Et évidemment, l'intérêt de la Chine, c'est de ne pas avoir à s'exposer, de profiter potentiellement à travers quelques opportunités des tensions entre les pays occidentaux et la Russie. Et c'est ce qu'elle fait depuis 2014, en réalité, suite à l'invasion russe de la Crimée. Et en même temps, elle a besoin que la Russie, entre guillemets, ne s'effondre pas. Et donc, il y a une position à tenir du côté chinois. Il n'y a aucun intérêt à sortir de l'ambiguïté. Et évidemment, c'est son intérêt qui prime, avec une position chinoise qu'on peut un peu résumer pour l'instant en attendre et apprendre. C'est attendre avant de se positionner, ne surtout pas se positionner trop vite, et attendre de voir notamment l'évolution du conflit et du rapport de force, et apprendre notamment, et ça c'est très important, des sanctions occidentales contre la Russie. Puisque une des craintes de la Chine depuis des années, c'est qu'un jour ou l'autre, en cas par exemple de conflit entre la Chine et Taïwan, il y ait des sanctions occidentales. Et donc, ce que fait la Chine aujourd'hui, c'est d'étudier les sanctions
prises par les pays occidentaux contre la Russie, pour essayer de s'y adapter si un jour elle devait faire l'objet de ces mêmes sanctions. Et ça pousse notamment la Chine à accroître et à accélérer une stratégie qu'elle a déjà mise en œuvre depuis des décennies, c'est d'accroître sa résilience. Sa résilience, par exemple, sur le plan technologique. Ça, c'est une grande inquiétude de la Chine, qu'on lui coupe un jour l'accès aux technologies occidentales. Une résilience en matière d'approvisionnement énergétique. Une résilience en matière d'accès au marché financier. Et là, de tout cela, en réalité, les sanctions occidentales vers la Russie sont une opportunité pour la Chine d'apprendre à justement comment mieux se préparer si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a des sanctions équivalentes. Et elle savoure quand elle entend Josep Borrell, le représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, déclarer « L'Union européenne ne peut être médiatrice, les Américains non plus, cela doit être la Chine, j'ai confiance en cela ». Allez, Philippe Deveul, réaction et question. Alors, une observation préliminaire, c'est-à-dire que l'Union européenne, comme l'Amérique, est en état d'échec à l'arène dans ce jeu. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la Chine va garder cette ambiguïté pour garder cette relation serrée avec la Russie pour différentes raisons. Parce que déjà, depuis un petit moment, la Russie s'est ouverte vers l'Asie, notamment avec, on ne parle pas, mais du Kazakhstan, qui est un pays très puissant économiquement. Ex-URSS. Et qui ont développé des liens économiques très forts, très profonds avec la Chine, la Russie et avec d'autres pays d'Asie centrale. La grande erreur de l'Occident a été en 90, quand le peuple russe était proche de l'Union européenne, où 80% des Russes voulaient intégrer l'Union européenne, voulaient intégrer l'Europe. Et à chaque fois, l'Occident a repoussé cette idée-là. Et d'ailleurs, la Russie était prête à l'époque à intégrer l'OTAN, mais ça a été refusé. C'est-à-dire que dans l'esprit américain, la Russie est toujours restée un ami, quand bien même l'Union soviétique s'était effondrée. Vous parlez du moment Gorbatchev. Exactement. Là, en fait. Voilà. Et on n'a jamais repris cette possibilité de dialoguer avec la Russie. Il faut savoir que, par exemple, Poutine parle l'allemand couramment. Il avait été en Allemagne comme agent, on disait, du KGB, mais c'était un profond connaisseur, et ça reste toujours un profond connaisseur de l'Allemagne, à tel point que M. Schreider, l'ancien chancelier, est à la tête d'une très grande société pétrolière, Rosneft, et n'a toujours pas démissionné. Et n'a toujours pas démissionné. À la demande. Alors, une question. Oui, alors moi, je pense en fin de compte que l'Occident tel qu'on le connaît est en perte de vitesse, et que l'axe russo-chinois va prendre l'initiative et sera la superpuissance dans les mois ou les années à venir, et que, évidemment, si la Chine ne dit rien et ne se mêle pas de cette affaire qui me semble une affaire interne entre l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre civile, ce qui se passe. Même si on dit que c'est la souveraineté d'un guerre civile, c'est une guerre d'un pays sur un autre. Si la guerre civile, c'est à l'intérieur d'un même pays. parce que je peux vous donner des exemples avec la guerre. Avec l'Ukraine est un pays souverain. Je peux vous donner des exemples historiques. Ça ne change rien. Des exemples historiques. C'est un pays souverain. Avec la guerre civile américaine entre la sécession des États du Sud et les États du Nord. Oui, c'était une guerre civile. D'accord, mais là, ce n'est pas une guerre civile. C'est pas l'Ukraine qui a annoncé son retrait de l'URSS. L'Ukraine est indépendante depuis 30 ans et l'Ukraine a toujours été le berceau historique. Tu peux avoir des sympathies pro-russes. Non, je n'ai pas de sympathie. Je n'aime pas qu'on nous fasse un rouleau compresseur qui peut nous amener à un conflit mondial. Tout ça parce qu'on a des émotions et qu'on se dit il y a un salaud et il y a un agressé. La souveraineté de l'Ukraine n'est pas quelque chose. Voilà, la souveraineté de l'Ukraine n'est pas quelque chose. Mais déjà, il faudrait respecter la souveraineté des zones de non-droit dans notre pays. Arrêtez, vous me rappelez Pécresse et Zemmour d'hier. On n'entend rien. C'est insupportable parce qu'on nous fait des leçons toute la journée. On a bien compris votre message, cher Philippe. Voilà. Et j'ai ce petit temps de parole que je remercie de Sud Radio de me donner. Le parler vrai. Alors, vous dites effectivement votre vérité, mais ne dites pas de contre-vérité. Ce n'est pas une guerre civile, puisque c'est une attaque d'un pays sur un autre. Si vous regardez ce qui se passe dans le Donbass, on ne peut pas diviser là-dessus. Mais si, parce que dans le Donbass, pendant 7 ans, vous avez les Ukrainiens qui ont tapé les russophones. Vous avez, excusez-moi, j'ai des informations comme quoi il y a des Russes qui sont enrôlés dans l'armée ukrainienne pour se battre. C'est notre réalisateur, Jamel Abdellah, que je salue et qui nous rappelle avec cette cloche à notre bon déroulement. Nous retournons vers Antoine Bondaz. Antoine Bondaz, nous
nous avons parlé alors de cette Ukraine qui a un rôle économique, puisque je parlais tout à l'heure des nouvelles routes de la soie qui permettent aux Chinois de développer leurs échanges avec l'Union européenne, et notamment à travers les voies ferrées. 15 180 trains ont circulé entre la Chine et l'Europe en 2021, 78 lignes vers 23 pays d'Europe. Ça passe pratiquement systématiquement par l'Ukraine, et là, c'est une problématique. Est-ce que ça va peser ? Alors, c'est un vrai problème. Alors, ça passe par l'Ukraine, ça passe surtout par la Russie, et en partie ensuite par, y compris la Lituanie, y compris la Biélorussie. Très clairement, le fil des routes de la soie, entre guillemets, il est en partie coupé aujourd'hui par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et ça, c'est un véritable problème pour la Chine. Il faut se rappeler quand même qu'en 2013, quand le projet des routes de la soie est premièrement présenté, il commence à se concrétiser seulement en 2015. Personne ne croyait à l'époque, et la plupart des chercheurs, au fait que les routes ferroviaires allaient se développer, parce que le commerce maritime restait extrêmement bon marché. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, en 2020, en 2021, les voies ferroviaires ont été très largement utilisées, même si elles arrivent à plein, entre guillemets, les cargaisons, elles repartent très souvent à vide d'Europe pour aller en Chine. Donc ça, évidemment, ça a un impact. Ça a un impact aussi en termes de construction d'infrastructures au sens plus large. Par exemple, la banque d'investissement dans les infrastructures asiatiques, qui est un projet initié par la Chine, mais dans lequel les capitaux sont également européens et autres, s'est retiré, par exemple, du marché russe et s'est retiré du marché biélorusse. Mais juste un point très très rapidement. Pour conclure, Antoine Bondaz, et ça sera notre conclusion, allez-y. Ouais. Sur ce qui a été dit avant sur l'axe sino-russe, ce qui est clair du côté chinois, c'est que l'objectif, c'est de discréditer les systèmes de gouvernance démocratiques et libéraux. On l'a vu notamment pendant la crise du Covid, mais on le voit aussi dans la guerre aujourd'hui de la Russie contre l'Ukraine. L'objectif, il n'est pas tant de soutenir la Russie, il est en réalité de reprendre les éléments de langage russe parce que ça va dans l'intérêt des éléments de langage chinois. C'est de mettre en avant la responsabilité américaine, de mettre en avant le déclin de l'Occident pour, en creux, permettre de dire que le système de gouvernement chinois, il est plus efficace, il est plus résilient, et donc il n'y a pas d'alternative. Et c'est cette rivalité systémique qui est aujourd'hui extrêmement importante et que l'Union européenne d'ailleurs reconnaît depuis 2019. Merci Antoine Bondage, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste de la Chine. C'était très clair et nos vraies voix, vous l'avez compris, sont passionnées ce soir et passionnantes à écouter. Nous revenons tout de suite.